à tous, c'est Mister Market. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va arrêter de parler du bloc 1, c'est-à-dire la DRCV, et on va parler un petit peu du deuxième gros bloc, c'est-à-dire l'animation, la dynamisation de l'offre commerciale. Aujourd'hui nous allons parler de la compétence numéro 3 qui est développer les performances de l'espace commercial, et dans cette première vidéo on va vraiment se concentrer sur mettre en valeur les produits. Alors on va faire ça sous forme un petit peu comme un cours avec un diapo. Allez, c'est parti. Alors, voici la compétence 3. Elle est développée en 3 parties. 1. Mettre en valeur les produits. 2. L'implantation de l'offre. Et 3. Proposer et organiser des animations commerciales. Alors, pour ce qui est de la première partie, mettre en valeur les produits. Mettre en valeur les produits, c'est d'abord s'intéresser au merchandising physique et digital. Du coup, au niveau du sommaire, ça va nous donner les bases du merchandising, le mobilier pour l'agencement, l'implantation du linéaire et le e-merchandising. Ici, dans cette vidéo, on va vraiment traiter la première partie, c'est-à-dire les bases du merchandising. Dans une deuxième, on fera le mobilier, une troisième, l'implantation, une quatrième, le e-merchandising. Donc, pour cette première partie, on va devoir poser un certain nombre de bases théoriques sur le merchandising, ou autrement appelé en français le merchandisage ou encore le merch. Donc, si on prend la définition qu'on voit ici, ça désigne l'ensemble des techniques et des méthodes ayant pour objectif final la présentation et la mise en valeur des produits sur le lieu du point de vente. Alors si on reprend et qu'on décortique un petit peu cette définition, déjà le premier mot intéressant qui revient, c'est cet aspect de technique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de faire pour arriver à ces fins. On verra un certain nombre de techniques par la suite dans le cours. Il y a donc des techniques pour des objectifs, un peu comme les fiches d'activité précédentes du bloc 1, il faudra définir des objectifs. Et enfin, c'est propre à notre lieu de vente, mais évidemment, selon les secteurs de marché, ça peut dépendre. Alors, si on pose un petit peu une base historique, c'est Charles H. Kepner, dans les années 50, qui a posé un petit peu les bases du merch, et ce qui va devenir plus tard tout le domaine du merchandising, très utilisé par tout ce qui est évidemment grande surface, mais aussi par les petites et moyennes entreprises. Il a, au cours d'un certain nombre de travaux, établi la règle des 5 B. Donc le merchandising doit répondre à 5 questions fondamentales, à 5 principes généraux, et on va dire les 5 B parce qu'en fait ça commence à chaque fois par un B. Le premier, c'est le bon produit. Alors il y a une notion d'assortiment, l'assortiment de la gamme, elle est composée de la longueur, de la largeur et de la profondeur. Quel produit je dois mettre à quelle place? Et c'est pour ça que le merchandising est évidemment un petit peu plus général, parce qu'en fait, c'est un aspect très logique de la logistique. On doit vraiment mettre le produit que le client, le chaland, le consommateur désire. Ça, on le sait à travers des études de marché, des études de faisabilité, des études de tendance, et aussi, évidemment, notre secteur marketing qui est en veille permanente doit permettre de nous dire à cette période-là de l'année, on reviendra sur cette période, cette notion intéressante, il faut mettre ce produit, ce type de produit, c'est le produit qui convient à ta cible, à ton consommateur. C'est évidemment celui qui est le plus en adéquation avec ses envies et ses motivations. Souvenez-vous, tout ce qui est aspect au caption de case dans les fiches de vente. Ensuite, le bon endroit. Évidemment, un endroit, il faut qu'il soit propre, qu'il soit rangé, qu'il soit éclairé et visible. Alors il y a plein d'endroits, on va voir en fonction de certains mobiliers, et il y en a beaucoup des types de mobilier, on verra ça dans la deuxième partie du cours. Il faut savoir où le mettre en TG, à hauteur des yeux, à hauteur des pieds, plutôt en crosse, etc., etc. Ensuite, il y a le bon moment. Alors le bon moment, effectivement, il y a un aspect très important, c'est la notion de saisonnalité. Effectivement, certains produits sont ce qu'on appelle des produits de saison. La place allouée aux soupes et aux produits chauds sera bien moins important l'été, où là on fera place à tout ce qui est salade, sauce, etc. Vous voyez que, et vous-même vous le savez, vous pouvez le remarquer au niveau de vos UC, qu'il faut adapter les propositions commerciales en fait aux saisons et aux événements. Noël, Pâques, la fête des mères, la fête des pères,
l'été, l'hiver. Et en fonction de ces moments, ça va déterminer l'emplacement de certains produits. Parce que certains produits se valent plus à certaines saisons, le linéaire alloué à ce produit va être plus important, que ce soit en horizontal ou en vertical. Et on va peut-être aussi changer les techniques de présentation, changer notre facing. En fait, en merchandising, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est tout des questions d'adaptabilité. Vous devez vous adapter en permanence à votre marché. Alors évidemment, ça demande que vous ayez étudié au préalable votre marché. Parce que si vous n'étudiez pas votre marché, vous ne pouvez pas connaître les bons produits, les bons endroits et les bons moments. Ce qui va nous amener à la quatrième dimension du B, le bon prix. Le prix doit être adapté à ce que veut le consommateur, ce qu'a en tête, et notamment cet aspect de prix psychologique, c'est-à-dire combien est prêt à payer un consommateur pour ce type de prix, mais aussi le prix efficace pour dégager une marge. Vous ne pouvez pas vendre exactement au prix d'achat, parce qu'en fait vous auriez une marge zéro et vous ne pourriez pas payer l'ensemble de vos charges. Donc le prix, c'est ce que le consommateur est prêt à payer d'un côté, mais aussi ajouter à cela une marge. Pour connaître le prix qu'est prêt à payer un consommateur, il existe plein de techniques. Ça peut être des études quantitatives, des études qualitatives qui vous permettent déjà en amont de ce travail de savoir à peu près au niveau de quelle fourchette de prix doit se situer votre offre. Vous pouvez aussi aller voir les concurrents ou encore demander à votre franchise si vous en avez la possibilité. Et enfin, à la bonne quantité. Effectivement, il faut absolument éviter la rupture de stock. Et ça, c'est très lié à cet aspect de saisonnalité. On sait que certains produits, à certaines périodes, ont besoin de plus de quantité, plus de mètres linéaires. Il faut absolument éviter ce piège de la rupture de stock. Parce qu'il va déjà baisser le niveau de satisfaction de votre entreprise. Et si vous baissez le niveau de satisfaction de votre entreprise, vous allez baisser par ailleurs la fidélité et baisser in fine votre chiffre d'affaires. Et ça, c'est pas bon pour une entreprise. Et dans un deuxième temps, s'il y a rupture de stock, vous allez évidemment vous perdre de l'argent. Donc ce sont deux aspects, un aspect qualitatif et un aspect quantitatif qui sont vraiment au cœur de cette problématique de quantité. Et on a fait évoluer ce modèle. Des 5 B, on pourrait peut-être mettre en avant le 6e B. Alors le 6e B, en fait, c'est la bonne information. Et là, ça fait directement appel en fait à la PLV. Oui, la PLV et l'ILV, c'est l'information sur le lieu de vente et la publicité / promotion sur le lieu de vente. Aujourd'hui, les entreprises ont tendance à vouloir toujours plus tirer vers le haut leur chiffre d'affaires. Et la tendance étant à la satisfaction et la fidélisation du parc existant, il est indispensable de satisfaire notre clientèle et donc vous devez vous renseigner sur le consommateur à chaque instant. Vous avez des guides d'achat, des avis utilisateurs, vous avez des facettes, vous avez plein de moyens de connaître vos consommateurs et utiliser cette information. C'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui dans un monde de data et dans un monde où le consommateur est un peu un consommateur roi. On enchaîne. Les enjeux et les objectifs. Alors, il y a deux volets. Le premier volet, c'est pour le distributeur et l'autre volet, c'est pour le client. Si on s'intéresse un petit peu à tout ce qui est distributeur, évidemment, dans un premier temps, il ne faut pas se leurrer, c'est maximiser le chiffre d'affaires. Le produit doit pouvoir se vendre tout seul. Effectivement, la plupart du temps, et plus votre entreprise est grande en termes de mètres carrés, je parle, plus c'est vrai, on est en libre service. Et le libre service fait qu'il n'y a pas de conseil client. Et donc, le consommateur doit être autonome. Les rayons doivent être rangés et doivent être mis en place pour maximiser le chiffre d'affaires, c'est-à-dire que le client puisse tout seul faciliter son processus d'achat. Deuxième temps, il faut rentabiliser les linéaires. Effectivement, le producteur souhaite vendre son produit. Ça, c'est un fait. Du coup, il faut chercher à avoir un linéaire, et donc l'assortiment et la place qu'il y a en agencement le plus optimisé possible. Effectivement, on va faire simple. Vous avez, par exemple, je dis une bêtise, mais 10 mètres carrés de linéaire et un nombre de références. À un moment, on ne peut pas pousser les murs. Vous ne pouvez pas avoir
11 mètres carrés. Vous en avez 10. Donc en 10, vous avez toutes vos références de produits. Combien de produits de chaque référence je dois mettre dans mon mobilier de 10 mètres carrés pour que ce mobilier ait le plus haut taux de chiffre d'affaires possible. Et ça, c'est des calculs qui se font, ce sont des analyses de marché, on peut placer des produits à des endroits différents, parce qu'en fait, il y a des endroits stratégiques, des endroits qui vendent mieux, mais aussi un aspect de quantité, un aspect de gamme et évidemment un aspect de communication. Donc pour rentabiliser un linéaire, il faut vraiment avoir en tête cet aspect. Vous ne pouvez pas, en la générale, la plupart du temps, faire en sorte que votre linéaire soit plus grand. Du coup, vous possédez un nombre de références, c'est à vous de vous intéresser à vos indicateurs et aux tendances du marché qui vont faire que ce linéaire va être le plus rentable possible. Remettez-vous tout le temps en question sur ces linéaires, puisqu'en fait, quand vous analysez tous vos linéaires, vous devez absolument le faire soit sur N-1, soit sur M-1 ou S-1 et comparer les taux d'évolution des linéaires par rapport à ce qu'ils étaient avant, dans un premier temps, et par rapport à ce qu'ils sont dans les secteurs identiques chez les concurrents. Ainsi, si vous constatez une baisse des rentabilités de votre linéaire, il faut peut-être remettre en question l'organisation générale de votre linéaire et repenser votre facing. Ensuite, il faut évidemment augmenter le trafic. Évidemment, le distributeur, lui, il veut présenter un rayon avec des produits qui correspondent aux besoins de ses clients pour les conquérir. Augmenter le trafic. Parce que plus il y a de gens, plus il va y avoir du volume d'achat. Et plus la fréquentation sera importante, plus vous allez maximiser votre chiffre d'affaires. Si le client est satisfait, évidemment, cette augmentation de trafic, elle va être proportionnelle parce qu'on va, mettre en avant le parrainage et la recommandation par les pairs. Si le client est satisfait, il va être fidèle. Un vrai client fidèle, c'est un client qui, revient souvent, achète beaucoup et qui, enfin, dans un dernier temps, va recommander votre unité commerciale à ses pairs. C'est-à-dire, il va dire à son voisin, sa femme, il va lui dire tu devrais aller là-bas, c'est plutôt sympa. Et du coup, lui va ramener 3 ou 4 clients et ça va s'enchaîner comme ça. Vous allez augmenter naturellement votre trafic et donc votre chiffre d'affaires. 4, on en a parlé évidemment, c'est l'enjeu. Il faut absolument éviter la rupture. Le distributeur, il ne peut pas se permettre d'avoir une rupture de stock aujourd'hui. C'est impossible dans le contexte économique où on est, puisque une rupture de stock va évidemment créer une insatisfaction et sur certains produits qu'on appelle dans la matrice BCG les produits stars, les produits vedettes, ils vont créer en fait un déséquilibre dans vos rayons qui vont faire que le consommateur va automatiquement balancer dans une insatisfaction. Souvenez-vous, en cours de satisfaction, l'insatisfaction, c'est les résultats attendus par rapport aux résultats effectifs. Si les résultats effectifs sont supérieurs aux résultats attendus, alors vous allez avoir, si on reprend cette définition, des résultats qui sont forcément en inadéquation avec les résultats attendus et cela va créer de l'insatisfaction. En termes plus simples, si vous attendez quelque chose et que vous ne l'avez pas, alors vous êtes insatisfait. Et si vous êtes insatisfait, des ruptures, par exemple sur du Coca-Cola, c'est-à-dire quelque chose qui fait appel normalement à un produit star dans la matrice BCG, vous allez être en insatisfaction, vous allez être défidélisé, vous allez aller voir la concurrence. Perte de trafic, linéairement rentable, minimisation du chiffre d'affaires, perte de CA. Et enfin, vous devez créer une plus-value en termes de vente et d'image de marque. Effectivement, l'image de marque, c'est capital aujourd'hui. L'image de marque, c'est ce que votre entreprise va renvoyer au consommateur. Et du coup, si cette image de marque, elle est soignée à travers une belle présentation, des linéaires rangés, pas de rupture de stock, des PLV, des ILV, une offre claire, un sens de circulation adapté au consommateur, vous allez réussir à augmenter cette image de marque. Et cette image de marque, ça a été prouvé de nombreuses fois en marketing, l'augmentation de l'image de marque va augmenter la fidélisation et le potentiel trafic dans votre unité commerciale. Ça, c'est pour tout ce qui est aspect distributeur. C'est-à-dire, si on s'intéresse un petit peu à un niveau micro-environnemental, l'offre. Maintenant, si on s'intéresse à la demande, le premier, réellement, c'est évidemment la facilitation, le facilité de repérage. Un client, la plupart du temps, il est livré à lui-même dans une unité commerciale.
Et donc, il doit gagner du temps, parce que le temps, c'est de l'argent, je ne vous fais pas un dessin, tout le monde le sait. Il doit se repérer à travers différents ILV facilement. Il doit, quand il cherche un produit, pouvoir y aller le plus rapidement possible. Grâce à un positionnement clair et surtout à des linéaires travaillés, des familles de produits qui sont mis en fonction d'une certaine logique dans votre unité commerciale, on le verra plus tard, le consommateur doit faire ses courses d'une façon logique et d'une façon adaptée à tout ce qui est attrait au positionnement de votre entreprise. Le but est évidemment de faire en sorte que les courses, le shopping, devienne une activité de plaisir plutôt qu'une activité de contrainte. Et ça, c'est lié à une chose essentielle, cet aspect de plaisir et de contrainte. Est-ce qu'il va gagner du temps? Si le consommateur perd du temps plus qu'il n'en gagne, notamment à travers des PLV mal mises, des ILV qui ne sont pas complètes, il va perdre du temps, il va perdre de la motivation, il va se défidéliser. Et vous voyez que ce sont les deux éléments les plus importants. Il va gagner du temps parce que le repérage est clair. Troisième élément, on doit faire vivre des expériences. On doit aujourd'hui, là où l'offre elle est pratiquement identique dans toutes les unités commerciales, on présente une offre de Coca-Cola, tout le monde la présente de la même façon, vous devez faire vivre une expérience extrêmement positive à vos consommateurs. Effectivement, il ne faut pas qu'ils ressortent de cette expérience de consommation en disant « Oh, j'ai pas aimé, oh, j'ai perdu du temps, ça ne m'a pas plu » parce qu'en fait, il va se défidéliser, il va avoir une image de marque plutôt négative de l'entreprise et en fait, il ne va pas revenir, il ne va pas consommer chez vous. Et du coup, avec cette image qui va être valorisée de l'accueil jusqu'à la caisse, vous allez, et c'est le dernier point, satisfaire et fidéliser vos clients. Vous voyez qu'en fait, le nerf de la guerre, ce sont ces deux notions, la satisfaction et la fidélisation. On reprend la définition de la satisfaction. Je m'attends à quelque chose, j'ai quelque chose. Si la satisfaction attendue est égale à ce que j'ai obtenu, je suis satisfait. C'est une équation mathématique en fait. Ensuite, les différents types de merchandising. Alors, il y a trois grands types de merchandising que l'on peut qualifier dans une entreprise. Le premier, c'est ce qu'on appelle le merchandising d'organisation. Le merchandising d'organisation, en fait, c'est le client qui doit facilement trouver les produits, les services, tout en l'incitant à rester le plus longuement dans l'unité commerciale, parce qu'évidemment, un consommateur qui reste plus longtemps dans l'unité commerciale, attention, sans que ce soit lié à une contrainte de temps parce que c'est mal rangé, et bien en fait c'est un consommateur qui va consommer plus. Ce type de merchandising, en fait, il part de l'organisation générale du magasin, c'est-à-dire ce qu'on appelle le plan de masse, le plan fléché, jusqu'au détail du linéaire. Vous savez, tout ce qui est l'affichage de produits, quand vous regardez à 5 mètres, 10 mètres, 1 mètre, l'information elle doit être différente. Si je suis dans une grande surface, normalement à 10 mètres, je dois repérer un univers. À 5 mètres, je dois repérer une famille de produits. À 1 mètre, je dois repérer l'organisation générale du rayon. Et à quelques centimètres, je dois repérer mon produit. Vous voyez, en fait, c'est une logique de merchandising d'organisation qui doit être étudiée afin que le consommateur soit dans une, on va dire, une situation plutôt stable mentalement. Vous voyez, le but est évidemment de ne pas créer ce qu'on appelle un biais cognitif. 2. Le merchandisage de gestion. Alors, en fait, c'est tout ce qui est lié aux indicateurs. Il vise à accroître la rentabilité du point de vente en recherchant le meilleur assortiment possible. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé, vous avez 10 mètres carrés dans votre ligne, enfin de linéaire, de mobilier. Et vous avez un certain nombre de références. Combien je dois mettre de produits de chaque référence dans ces 10 mètres carrés pour avoir la rentabilité maximum? Et bien ça, en fait, vous allez faire appel à ce qu'on appelle le merchandising de gestion. Vous allez étudier tous les indicateurs de votre rayon qui vont vous aider à le construire. Taux de pénétration, coefficient de marge au sol, etc., etc. Le but est de créer un linéaire le plus performant possible. L'offre doit être maximale pour toucher tous les segments de clientèle et optimiser la rentabilité du magasin et du rayon. Alors, quand je vous parle de tous ces merchandising, à l'intérieur, il y a plusieurs techniques, évidemment, qu'on vous rappelle. Il y a plusieurs techniques en merchandising de gestion, notamment de la règle des tiers,
la règle des niveaux, il y a plusieurs types de merchandising d'organisation et on arrive dans le dernier type de merchandising lié à cet aspect de théâtralisation de l'offre, c'est de la merchandising de séduction. La vente, c'est de la séduction, c'est de la drague. Vous devez draguer et séduire votre consommateur. Vous devez créer une ambiance sur votre point de vente qui est totalement adaptée à votre consommateur. Vous devrez lui faire vivre une expérience de consommation incroyable à travers de l'éclairage, de la théâtralisation, de la mise en avant de l'offre. Alors, pour ça, il y a quelque chose. Il y a ce qu'on appelle une mode. Alors, il faut savoir que il y a un modèle marketing qui s'appelle la roue de Hetzel, qui est en fait la roue de 5 piliers pour connaître, pour créer une expérience de consommation incroyable pour les consommateurs. Mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo dans les chapitres des théories marketing. Et dans cette roue, il y en a une qui s'appelle l'utilisation des 5 sens. Donc les 5 sens, en fait, il suffit de les reprendre un petit peu, hein, auditif, olfactif, gustatif, tactile et visuel. En fait, ça correspond à tout ce que vous avez sur votre tête, plus le toucher. Vous devez toucher chacun de ces 5 sens pour connaître et séduire votre consommateur. Alors, on va prendre des exemples. Si on reprend les 5 sens, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe. Il y a un petit dessin, c'est simple. Hein. Regardez, l'ouïe, le toucher, l'odorat, pardon, le toucher, l'ouïe, la vue, le goût. Tout est sur votre visage pratiquement. Donc pour ce marketing sensoriel, on va prendre des exemples très concrets. Regardez, ça c'est l'exemple de la vue. C'est dans Nature et Découverte, donc c'est ce que j'ai trouvé sur Google Images. Il y a des couleurs très vertes, très aspect à la nature, très plante, très douce. Si on fait un peu de marketing des couleurs, on retrouve les couleurs qui sont liées à la nature, à l'écologie, parce qu'en fait le positionnement de l'entreprise, ce sont des produits sains, des produits liés à la nature, au bien-être et à la douceur. Et en fait, quand on regarde le positionnement de l'entreprise, au niveau de la vue, ce sont des choses qui vont stimuler la vue et qui vont vous faire vivre une expérience de consommation plutôt agréable. En général, quand vous allez dans Nature et Découverte, vous vivez plutôt bien les choses. Ensuite, l'odorat. Alors là, j'ai pris une boulangerie, j'ai pris Paul, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle boulangerie ou fast-food. Hein. Vous rentrez dans McDo, c'est pareil. Vous rentrez, vous avez tout de suite cet aspect olfactif qui vous titille. Il faut savoir, un petit PS, que en fait, le nez et l'odorat, c'est le sens le plus puissant lié à vos souvenirs. C'est un fait, c'est comme ça a été prouvé en neuromarketing, c'est un sens extrêmement puissant. Et si vous stimulez votre consommateur à travers des odeurs, cela peut aller même, ça a été prouvé, jusqu'à créer une fausse impression de faim, une fausse impression de désir. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses controversées et des études l'ont prouvé que certaines entreprises mettent des pchits d'odeur pour manipuler le consommateur et lui faire en sorte qu'il consomme beaucoup plus. Attention, ça ce sont un petit peu les dérives du marketing, mais l'odorat est quelque chose à utiliser. Le toucher, alors là on est évidemment au Lego Store, hein, si vous avez déjà été, c'est absolument incroyable. Plus vous permettez au consommateur de toucher les produits, plus il va être rassuré, et un consommateur rassuré est un client fidèle. Ça c'est la base de la satisfaction, on reverra ça dans les cours de satisfaction. Plusieurs piliers à la satisfaction, la confiance en fait partie. Et le toucher, en fait, permet de tout toucher, le packaging, pouvoir retourner les produits, fait en sorte que vous participez à une expérience de satisfaction incroyable. Et si je reviens un petit peu sur Lego, alors les grandes entreprises ont tendance à stimuler plusieurs sens. Bah oui, regardez, là, si on voit Lego, il y a le toucher, mais il y a aussi la vue, et il y a l'ouïe, et on y reviendra. D'ailleurs, il y a le goût. Et le goût, c'est assez compliqué la plupart du temps d'utiliser le marketing sensoriel du goût. Par exemple, imaginez, vous êtes badois, vous êtes, je sais pas, vous vendez des radiateurs, vous vendez des choses qui n'ont absolument aucun sens. Par exemple, des portables, voilà, très bon exemple, vous vendez des portables. Comment faire pour susciter le goût? Eh bien, je prends un exemple très concret, ici à Tours, parce que nous on est à Tours. Chaque année, pendant la période des fêtes, à Noël, quand vous allez à Orange, il y a un chocolatier qui vous permet de goûter des chocolats. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que du chocolat ça fait dans une boutique Orange? Où il y a beaucoup d'affluence. Donc ça permet aux gens d'attendre. Et d'attendre sans créer de l'insatisfaction. Et je peux vous jurer qu'en termes de marketing, il y a de nombreuses études sur ce cas de la file d'attente. Et les dernières études ont prouvé que si vous occupez le consommateur, notamment en l'utilisation des 5 sens, ici le goût, vous pouvez réduire l'insatisfaction liée à la file d'attente.
Mais ça aide aussi à créer une expérience de consommation incroyable. Vous revenez chez vous, dites ah j'étais à Orange, incroyable, je voulais juste sur un portable et j'ai découvert des chocolats, je me suis fait plaisir. Et oui, si vous réfléchissez un petit peu, il y a toujours moyen d'incorporer les 5 sens dans votre unité commerciale, mais faire attention à cet aspect de positionnement. Il doit y avoir un positionnement adapté à votre entreprise. Et ça, c'est obligatoire. Vraiment, c'est la chose la plus importante. Respectez le positionnement de votre entreprise quand vous faites du merchandising. Dernier aspect, on en a parlé, Louis, alors là c'est Abercrombie Fitch à Paris, c'est le vaisseau amiral de la marque. Et quand vous rentrez à l'intérieur, la musique est extrêmement forte. Parce qu'en fait, en musicologie, on a prouvé que des musiques rapides avaient tendance à stimuler le consommateur dans son achat. Au contraire, des musiques lentes avaient tendance à le ralentir. Et je vais prendre un exemple assez cocasse. Dans les grandes surfaces, on utilise beaucoup ça. Et oui, quand il y a, ou dans une autre entreprise, par exemple, on parle beaucoup de grandes surfaces pendant ce cours-là, mais je vais prendre un autre exemple avec les vêtements. Vous êtes dans la mode, quand vous avez beaucoup d'influence pour un seul, vous mettez des musiques rapides. Parce que vous voulez diminuer les temps d'attente en caisse, souvenez-vous, temps d'attente égale insatisfaction, insatisfaction égale perte de chiffre d'affaires, et du coup vous mettez de la musique plutôt rapide, et du coup les consommateurs ont tendance à aller rapidement. Au contraire, quand il n'y a pas beaucoup de monde, vous mettez des musiques douces, ce qui vont permettre aux consommateurs de prendre leur temps. Et quand les consommateurs à l'extérieur du magasin vont voir beaucoup de consommateurs dans une unité commerciale, ils vont plutôt avoir tendance à rentrer que dans une unité commerciale vide. Donc en ralentissant le temps de consommation de mes consommateurs, je vais donner une fausse impression de remplissage de magasin et cela va attirer les consommateurs. Alors voilà, ce sont des exemples simples et les marques utilisent plusieurs de ces sens afin de faire vivre une expérience de consommation incroyable. C'est ce qu'on appelle la théâtralisation de l'offre. On parlera de cet aspect de mobilier plus tard dans une autre vidéo et j'espère que je vous ai bien montré les bases du marketing. On se retrouvera pour une autre vidéo qui va parler extrêmement précisément de tous les mobiliers qu'il y a dans une unité commerciale. J'espère que tout a été clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire ou m'envoyer un mail. Je vous dis bonne révision et à la prochaine fois.